à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Sarah. Salut Damien. Allez, aujourd'hui nous accueillons sur ce plateau un animateur qui s'apprête à filer à toute vitesse sur l'autoroute du divertissement. Bonjour Mac Lesguy. Bonjour Damien, bonjour Sarah. Attention aux excès de vitesse, et je vous dis ça parce que si vous êtes ici dans ce studio, c'est parce que vous allez animer le Grand Est. C'est ce mardi 30 septembre en première partie de soirée sur M6. C'est une émission au cours de laquelle nous allons jouer avec le code de la route, émission que vous allez animer en compagnie de Stéphane Rothenberg, en compagnie de nombreux invités dont on va parler dans quelques instants. Première question, est-ce que vous avez déjà le permis de conduire? Oui, j'ai le permis de conduire depuis 1984. Oh, il a beaucoup changé depuis, vous savez. Il a beaucoup changé, je m'en suis rendu compte. Et vous savez, le permis change en permanence. Je crois que l'année dernière, ils ont encore ajouté 1000 nouvelles questions potentielles. Et puis, il y a des chapitres qui sont arrivés qui n'existaient absolument pas de mon temps. Par exemple, tout le chapitre sur l'éco-conduite. Oui. Ça paraît du bon sens, effectivement, de se dire on va rouler en économisant le carburant ou d'électricité. De mon temps, ça n'existait absolument pas. Mais on s'en fichait, mais complètement. Et c'est fou comme ça a évolué. Évidemment, il y a des questions sur la sécurité, sur l'entretien des voitures. Donc, pour moi, ça m'a fait une bonne piqûre de rappel. Là. Et vous l'avez eu du premier coup, le permis ? Oula, moi, le permis, c'était une histoire très compliquée. Ah bon ? Pourtant, j'étais plutôt, on va dire, un peu fort en thème. Donc, j'ai eu mon bac, j'ai eu mes concours. Le permis de conduire, c'est l'examen où j'ai eu le plus de mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, d'abord, j'ai passé le code 3 fois. 3 fois ? La première fois, je l'ai eu. Et puis ensuite, il est tombé parce que j'ai pas passé la conduite dans l'année, je crois. Mon deuxième code, j'avais pas les bonnes lunettes, ou je l'avais pris un peu à la légère en me disant, bon, c'est facile, je l'ai raté. Donc, j'ai dû le repasser une troisième fois. Voilà. C'est pas vrai. Donc, et la conduite, alors, ça a été plus facile. La conduite 3 fois aussi. Ah non, mais attendez, mais ça vous a coûté une petite fortune cette histoire de permis de conduire. Parce qu'on rappelle quand même qu'à chaque fois, il faut repayer, vous savez, pour repasser l'examen. À l'époque, je crois que c'était avant mon premier emploi, donc c'est mes parents, effectivement, qui ont raqué. J'ai fini, j'étais parisien à l'époque, puisque j'étais monté faire mes études, j'ai fini par me rapatrier dans ma province. Mes parents ont dit, ce sera quand même plus facile. Je prenais le volant avec l'examinateur, vous savez, c'est toujours un moment qui est hyper stressant, mais j'étais tétanisé. Attendez, on ne veut pas vous juger du tout, Mac Lesguy, mais comment expliquez-vous ces échecs à répétition? Vous n'aviez pas suffisamment révisé le code de la route aussi, c'est ça? Alors, quand je l'ai raté pour la deuxième fois, c'est que j'ai sûrement pas révisé. Et puis, je me souviens que j'avais un vrai problème, j'avais des lunettes inadaptées, je ne voyais pas bien, j'étais au fond de la salle d'examen. Voilà. Alors après, pour la conduite, je ne vais pas chercher d'excuses. Je pense que j'étais très stressé. On met quand même du temps. La voiture manuelle a apprivoisé la conduite. Ouais. Et voilà, donc il m'a 3 fois. Bon, je crois qu'à l'époque, c'était 2 fois la moyenne. Donc vous voyez, j'étais un peu en dessous. Ça va, vous étiez en dessous. Bon, j'étais quand même un peu vexé, ça m'était jamais arrivé de rater des examens. C'est ça, parce que quand vous avez eu le bac et vos concours comme ça avec brio, c'est oui, compliqué. Ça va être une formalité, que nenni. Et comment vous qualifieriez le conducteur que vous êtes, Mac Lesguy? Est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt doux, vous êtes le Dalai Lama du volant, ou bien vous êtes plutôt insultant lorsque quelqu'un vous grille la priorité? Alors, je n'insulte personne, mais j'ai une voix intérieure qui rugit. Elle s'extériorise jamais, cette voix-là. Je reste calme. Est-ce que je suis un bon conducteur? Honnêtement, je ne pense pas. Bon, ça fait longtemps que je touche du bois, que je n'ai pas eu d'accident. Je respecte les limitations de vitesse. Mais pourquoi vous dites ça alors? Ah, vous savez, je crois que c'est un truc, ça je ne vais pas vous le dire, mais c'est assez masculin. Hein. C'est vrai. Mais la voiture, on va pas se mentir, ça reste quand même un instrument de puissance et de domination. Ouais. Surtout quand vous êtes à Paris. On roule moins bien à Paris, c'est peu de le dire. D'ailleurs, c'est tant mieux, je ne critique pas du tout la politique voiture de la mairie de Paris. Il fallait limiter la place de la voiture dans Paris. Mais moi, je vais beaucoup en reportage, je vais au bureau, etc. Je suis un peu, je ne vais pas faire de vélo, je fais le week-end, je fais du vélo. Oui. En semaine, je suis obligé de prendre ma voiture pour mes déplacements, sinon je perdrais trop de temps. Et c'est vrai que nous, les Parisiens, on est toujours habitués à gratter un petit peu, etc. À démarrer au feu rouge, à s'arrêter, etc. Voilà. Donc oui, je peux être un conducteur assez vindicatif. Disons qu'en tout cas, il faut s'accrocher quand on est à côté de ce n'est pas un modèle. Oui. Bon, on va poursuivre avec vous cet entretien dans quelques instants, cher Mac Lesguy. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentées par Sarah Lecoeuvre. Allez, on commence ces infos médias avec l'arrivée d'une nouvelle émission, une émission culte même sur RMC Découverte. Et oui, fort du succès du Big Deal, Vincent Lagaffe se voit proposer la version française d'une émission emblématique aux États-Unis qui s'appelle Monster Garage. Alors vous allez me demander ce que c'est. En fait, c'est un programme dans lequel des passionnés transforment des véhicules ordinaires dans des machines un peu spectaculaires. Exemple, une voiture de police en machine à beignets ou alors...
Oui, ou alors une Rolls-Royce en vidangeur de WC. Donc, oui. Voilà, ça promet. Hein. Et le tout en 7 jours avec un budget ne devant pas dépasser les 3 000 €. Alors, outre-Atlantique, cette émission a été diffusée sur Discovery Channel. C'était entre 2002 et 2006 et elle a été relancée en 2021. Alors, c'est vrai que Mac Les Geeks, à travers cette émission que vous allez animer, hein, le Grand Test, on voit que vous êtes capable aussi de faire du divertissement. Ce que vous ne faites pas forcément lorsque vous animez des émissions telles que E égale M6, où vous êtes quand même plutôt dans un registre magazine un peu plus sérieux, scientifique. Quelle est votre appétence? Est-ce que vous préférez animer des émissions où l'on rigole avec des humoristes, des invités qui font le show, ou bien des émissions un peu plus plateau, lancement, comme vous faites parfois, notamment dans E égale M6? Alors, déjà dans E égale M6, on essaie de pas trop se prendre au sérieux. Oui, c'est vrai, voilà. Vous avez raison. Oui. On essaie quand même de s'amuser. Et dans une émission comme le permis de conduire, moi je suis plutôt celui qui va donner les chiffres, les résultats. Vous savez qu'on a 4 groupes en plateau, hein. On a les hôtesses et les stewards qui passent, on a les ambulanciers, on a les camionneurs et les camionneuses, et puis on a un groupe de Parisiens, voilà. Mon groupe préféré. C'est gratuit, voilà, ça. Hein. Voilà. Et donc là pour le coup, je suis là pour donner les chiffres, etc. Voilà, le monsieur loyal, c'est bien sûr Stéphane Rothenberg qui anime. Non, moi j'adore ça, c'est un petit pas de côté dans mes activités, mais on enregistre dans les conditions du direct, c'est toujours très amusant. Moi j'aime beaucoup faire ça, c'est très drôle. D'ailleurs, il y a quelques années, M6 avait mis à l'antenne un jeu qui s'appelait « Êtes-vous plus fort qu'un élève de 10 ans ?» Oui, absolument. Voilà, qui était animé par Roland McDan. Et il se trouve qu'on était 3 à passer le casting. C'était mon premier casting pour un jeu. Il y avait donc Roland McDan, Stéphane Rothenberg déjà, et moi-même. Roland McDan a été choisi, il était très bien, mais j'avais découvert ce que c'était qu'un plateau qui rugit, Lauriette qui dit « Attention, ne donne pas la réponse tout de suite ». Parce que dans un jeu comme ça, c'est aussi important de savoir bien gérer les silences et le suspense que de dire tout de suite « Non, c'est une mauvaise réponse, bonne réponse, mauvaise réponse ». Oui, la gestion du rythme est très importante. La gestion du rythme est très importante. Voilà, donc j'avais un exercice très amusant. Évidemment, je ne suis pas fait pour ça. Enfin, je n'étais pas prédestiné à faire ça à la base, mais de temps en temps, je trouve ça très agréable. Allez, on poursuit ces infos médias. On les termine même avec cette émission qui sera juste en face de vous sur TMC, c'est l'Etam Live Show. Et oui, c'est votre émission favorite, Damien, oui, ça, je confirme. De l'année. Le défilé de lingerie parisien incontournable de la Fashion Week. Eh bien, chaque année retransmis à la télévision. Avant, c'était dans le groupe M6 sur W9. Aujourd'hui, ce sera sur TMC que ça se passera à 21h25, donc en face de votre Grand Test, Mac. L'Etam Live Show sur W9, j'avoue, j'étais passé à côté. Alors, c'est sur TMC. Auparavant, il y a quelques années, c'est passé, ça a basculé dans le groupe TF1 là, depuis peut-être 2-3 ans. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais enfin, en tout cas, vous serez en face. Il y aura aussi un peu de concurrence. Il y aura La Stagiaire, vous savez, cette fiction avec Michel Bernier sur France 3, ou SWAT, qui est la série américaine. C'est vrai que vous avez beaucoup de concurrence là, sur ce mardi 30 septembre. Mac Les Geeks, il va falloir, alors je ne sais pas, vous n'êtes pas en sous-vêtements a priori lorsque vous allez animer cette émission, mais... Non, je reste comme ça, mais je compte sur tous les conducteurs à venir, présents, et surtout sur tous ceux qui ont passé leur permis de conduire il y a longtemps, qui veulent réviser leurs connaissances. Voilà, pour grossir les rangs de l'audience. Alors c'est vrai que vous n'êtes pas en sous-vêtements, mais vous êtes toujours très apprêté. C'est vrai que vous cultivez une forme de chic qui est quand même très appréciable à la télévision, mais comment c'est né ce costume 3 pièces que vous arborez systématiquement lors de vos émissions ? J'en sais rien. En fait, un jour, petite anecdote, un jour, il y a très longtemps, M6 s'est aperçu que tous les animateurs étaient un peu habillés pareil. Et ils se sont dit, ça va pas, essayer de trouver des petites choses pour vous démarquer, etc. Ce qui était une très bonne idée. Et moi, quand j'étais arrivé en télévision il y a très longtemps, j'avais toujours des costumes verts, j'avais une collection de cravates américaines que j'aimais beaucoup. Je me suis dit, donc je vais remettre une cravate. Voilà. Et depuis, je m'y tiens. Voilà. Et vous savez, le matin, comme ce matin, quand vous vous levez, c'est plus simple finalement. Hein. J'ouvre mon placard, j'ai ma collection de cravates, j'ai ma petite collection de gilets. Mais attendez, le week-end, vous n'êtes pas comme ça quand même, c'est votre bloc de travail quelque part, ce costume, non? Ah, je suis là du lundi au dimanche. Non, vous vous réveillez comme ça en fait, c'est votre pyjama. Non, pas du tout. Mais au moins c'est simple, j'ai pas posé de questions. Voilà, je sais que quand je tourne, quand je fais une apparition publique, c'est une cravate, un gilet et une veste. Voilà, c'est terminé. Et ces lunettes rondes aussi qui font aussi votre charme, hein, avec cette monture transparente aussi. Elle est née comment cette monture? Vous l'avez jamais changée finalement? Alors, si, quand j'ai démarré en télé, en fait, avant... Elle était verte, je crois. Avant, j'avais, exactement, elles étaient plus grosses et c'était une monture zébrée. C'est ça. Ah, ça, c'est une histoire assez amusante. À l'époque, j'étais cadre supérieur dans une boîte qui faisait des sondages, du marketing, un truc très sérieux. J'avais des lunettes en écaille, petites lunettes en écaille tout à fait classiques.
Et en passant rue de Sèvres, devant une boutique d'optique, je vois une paire de lunettes, mais gigantesques. Elles étaient grosses comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, elles sont pour moi. J'avais même pas besoin de changer de prescription, etc. Donc je suis rentré, je les ai achetées et je me suis dit, bon, évidemment, je les mettrai pour aller le soir chez des copains, etc. Et un jour, je les ai amenés au bureau et ils m'ont tous regardé comme ça. Et ils m'ont dit, évidemment, tu n'iras pas comme ça chez les clients. J'ai dit, non, rassurez-vous, etc. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et puis un jour, je les ai amenés chez les clients. Et là, je me suis rendu compte que là où j'étais j'étais ingénieur d'études, un ingénieur d'études un peu lambda qui allait raconter des histoires de marketing chez les clients, les gens se souvenaient de moi à cause des lunettes. Bien sûr, oui, c'est ce qui vous permet d'imprimer finalement. Et un jour même, j'ai fait une intervention devant une assemblée assez importante et mon client me dit, évidemment, vous venez avec vos belles lunettes. Je dis oui, bien sûr. Et là, je me suis rendu compte que c'était un atout. Et donc, j'avais ces lunettes tout le temps. Oui. Et quand je suis arrivé en télévision, je me souviens que j'ai dit à Thomas Valentin, à l'époque, qui était numéro 3 d'M6 avant de devenir numéro 2, j'ai dit, évidemment, je peux enlever ces lunettes pour faire l'émission. Il m'a dit, non, tu vas les garder, elles sont très bien. Voilà, c'est devenu une marque de fabrique, vous ne pouvez pas les enlever aujourd'hui. C'est devenu une marque de fabrique. De toute façon, j'ai jamais voulu de lentilles, donc étant myope, je suis très heureux avec ces lunettes. Et c'est ce qui vous permettrait de regarder aujourd'hui en examen du code de la route, n'est-ce pas, que vous avez raté à cause de cette vision dont vous avez parlé tout à l'heure. Et bien justement, le code de la route, on en parle, c'est dans l'interview du Buzz TV. Alors justement, M6 diffuse, donc c'est ce nouveau numéro du Grand Test, ce sera consacré au permis de conduire. On a joué, nous avec Sarah, on a eu la chance de voir effectivement cette émission en avant-première. Vous l'animez avec Stéphane Rothenberg. Déjà, si vous deviez repasser le permis de conduire aujourd'hui, McLesguy, est-ce que vous l'auriez? Non. Très honnêtement, non. Alors, attendez. Ouais. Si je devais repasser le code de la route, je devrais travailler pour l'avoir. Voilà, c'est ça l'histoire. Bien sûr. La conduite, je pense que je devrais l'avoir. Ouais. Voilà, j'ai dit que j'étais un conducteur parfois un peu vindicatif, mais je ne suis pas si mauvais conducteur que ça. Je crois que j'ai tous mes points. Je touche en théorie Non, je pense que j'en avais perdu un il y a quelques temps, mais je pense que je l'ai regagné. Ouais. J'ai pas eu le petit papier depuis très longtemps, donc c'est bon signe. Clean. Mais très clairement, il y a tellement de nouvelles questions, de nouveaux chapitres, que je serai obligé de réviser. Donc je ferai comme tout le monde. Je prendrai le code Rousseau, qui nous a aidé, bien sûr, à rédiger les 40 questions qui vont passer ce soir. Je potasserai. Et finalement, comme j'ai la gagne, j'espère que je l'aurai du premier coup. Et vous l'avez brièvement indiqué plus tôt dans l'émission, il y a 4 équipes qui s'affrontent avec chacune des professions. Il y a les ambulanciers, les ambulancières, les routiers, les routières, les stewards et hôtesses de l'air et les Parisiens, les Parisiennes. Mais alors c'est quoi? C'est pour se moquer d'eux? C'est pour faire un gag. Voilà. Tout le monde sait bien que les Parisiens sont les pires conducteurs, ils sont assez mal perçus de France. Ils vont en province. Si on a la plaque 75, oui, c'est terrible. Alors je crois que c'est plus lié à l'image de Paris et des Parisiens en général qu'à leur style de conduite. Je sais bien, parce que moi-même j'ai une plaque 75 et je crois par coquetterie, quand je redescends dans ma province, je garde ma petite voiture. Voilà, vous voyez. Je ne me suis jamais fait rayer les portières, tout se passe bien jusqu'à présent. En tout cas, on n'a pas retrouvé le coupable. Et sans surprise, on ne va pas spoiler l'émission, mais ce sont les Parisiens qui méconnaissent le plus le code de la route ou on risque d'être surpris? Non, de ce côté-là, il n'y a pas de surprise. On peut être tout à fait rassuré par les ambulanciers et par les routiers. Voilà, on ne va pas spoiler les résultats. Mais d'une manière globale, alors, on voit quand même que c'est compliqué d'avoir le code de la route. Quand vous l'avez passé depuis 10 ou 20 ans sans réviser, donc on rappelle que c'est 40 questions, qu'il ne faut pas faire plus de 5 fautes. Au-delà, on est éliminé. Vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui devraient le repasser. Et vous, quelle est la plus grosse infraction routière que vous ayez commise? Alors là, c'est le moment de vous confier, mec. On va pas vous juger ici. Alors, j'ai pas eu de gros excès de vitesse. Je me souviens qu'un jour, mon fils devait être à 3 mois de l'âge légal pour être devant. Ah ouais. Et il me disait, papa, je montais devant. J'ai dit, bon, allez, on est à 3 mois, allez, monte devant et tout, etc. Et j'étais dans un souterrain parisien, je me dis, c'est quoi cette voiture qui me colle derrière, etc. J'accélère, voilà. En fait, c'est des policiers qui me suivaient, voilà, qui m'arrêtent un peu plus loin. Il dit, bon, alors, vous êtes à 60 km/h dans un tunnel, vous devriez être à 50. Votre fils, quel âge a-t-il? Je lui dis, il a 10 ans dans 3 mois. Et poum, poum, poum. C'est la fois où j'ai perdu plus de points. Ils vous ont cumulé toutes les infractions
mission possible. Je crois qu'ils ont été gentils parce qu'ils ont oublié une troisième. C'était la ceinture que vous aviez obligé d'accrocher, ça arrive. J'ai fait comme tout le monde des stages de récupération de points à une époque. Je le dis, c'est il y a très longtemps, il y a prescription, que j'ai d'ailleurs trouvé extrêmement pédagogique et intéressant. C'est vrai que c'est long, c'est un week-end. Oui, mais chaque fois. 2 jours. Oui, c'est sur 2 jours. Mais on apprend les tas de choses. Oui, c'est vrai. Ah oui, il y a plein de gens différents. Déjà, une étude sociologique. Mais déjà, on comprend pourquoi on est là et on voit qu'il n'y a pas de hasard. C'est ça qui est extraordinaire. Déjà vous êtes 12. Ouais. Il y a 12 hommes, 0 femmes. Ah oui, bon. C'est vrai, c'est une étude sociologique. Hein, c'est exactement ça. Alors, on l'a dit tout à l'heure, 4 personnalités. La comédienne Frédéric Bell, l'humoriste et animateur Jean-Luc Lemoyne, le journaliste sportif Yoann Rioux et puis l'acteur Frédéric Diffenthal. Quel est celui ou celle que vous n'aimeriez pas croiser sur l'autoroute au regard de ce que vous avez pu voir comme réponse lors de cette émission? En termes de réponse et de personnalité, je pense que Frédéric Diffenthal, voilà. Un conducteur bien pushy, si vous voulez. Et on s'en est rendu compte d'ailleurs quand il a tourné le film Taxi, quand il est rentré effectivement dans une boutique. Je ne sais pas s'il y a un rapport de cause à effet. Frédéric Bell, je pense qu'il n'y a pas de souci, elle est très calme au volant. Yoann et Jean-Luc, oui, m'ont l'air d'être tout à fait raisonnables aussi. Et c'est un débat qui est apparu dans le débat public. Oui. Est-ce qu'il faudrait faire repasser le permis de conduire au fil de sa vie, qui ait finalement une durée de validité? Vous savez, il y a eu des accidents, des personnes âgées, des seniors qui ont provoqué parfois de graves accidents. Je pense notamment à Pauline Desroulettes, qui est depuis lourdement handicapée. Quel avis vous avez sur cette question? Est-ce qu'il faudrait faire repasser le permis de conduire, je ne sais pas, passer 60 ans? Je sais pas sous quelle forme, mais je peux témoigner ma grand-mère, voilà, qui a conduit jusqu'à un âge avancé, qui était vraiment un danger sur roue. On a tous une anecdote comme ça avec ma grand-mère. C'est clair qu'il faudrait, sur la fin de vie, alors est-ce que ce serait repassé, est-ce que c'est faire un examen light, etc. Mais oui, ça peut être une visite médicale. Il y a des personnes âgées qui sont des dangers. Alors, pas des gros dangers, parce qu'en général, ils ne roulent pas très vite, notamment en ville, où la circulation est limitée la vitesse est limitée à 50. Il faudrait sûrement voire 30 très souvent, il faudrait sûrement envisager quelque chose. Ouais, donc c'est vrai que vous avez Après, il faut quand même souligner à quel point on a rendu par beaucoup de mesures, notamment la limitation de vitesse en ville à 50, puis à 30, le périph', on a rendu la route beaucoup moins accidentogène qu'elle ne l'était autrefois. Et heureusement, moi qui suis vieux, je peux vous parler d'une époque où, à un moment, on est monté à 30 000 morts par an sur les routes françaises, avec 3 fois moins de voitures qu'aujourd'hui. Oui. Donc, on a quand même fait des progrès. Mais les derniers chiffres de l'été ne sont pas bons. On voit que dès qu'on relâche la pression, c'est vrai. Les comportements étant ce qu'ils sont, l'accidentalité et la mortalité peuvent remonter. Alors Mac Lesguy, on va jouer modestement aussi sur ce plateau avec le code de la route. On va vous montrer une succession de panneaux que vous allez devoir deviner, derrière lesquels se cache une question en lien avec votre carrière, en lien avec, pourquoi pas aussi cette émission. Premier panneau, je vous propose de le découvrir. Voilà, il est assez facile. N'est-ce pas? Oui. Non, pas si évident que ça. Interdit aux cyclistes, oui, par exemple, sur ah non, ça, pardon, c'est pas interdit aux cyclistes, ça c'est danger cycliste. Voilà, exactement, vous avez raison, c'est un débouché de cyclistes. Voilà, en gros, c'est un panneau. Voilà, vous avez une piste cyclable qui traverse. Voilà, exactement, pour indiquer que des cyclistes peuvent venir soit de droite, soit de gauche. Qu'on se le dise, en tant que bons automobilistes, les cyclistes, ils sont pénibles, non? Non, les cyclistes ne sont pas pénibles, mais alors c'est le cas à Paris. Les cyclistes ne respectent absolument pas le code de la route. Hein, on va se le dire. C'est insupportable quand même. Enfin, c'est assez. Insupportable. Vous savez, c'est assez drôle. Il faut toujours regarder les résultats. Je suis bien placé pour le savoir, parce que à Paris, je suis alternativement cycliste, automobiliste et aussi piéton. Oui. L'automobilisme, de manière globale, le Parisien respecte le code de la route. Il sait très bien que s'il grille un feu, il va s'arrêter au rouge et pendant ce temps, les cyclistes passent. Après, je me dis, dans un monde où les voitures auraient définitivement disparu des centres-villes et où il n'y aurait que des cyclistes, il n'y aurait sans doute pas besoin de feu rouge. C'est vrai. Donc, pourquoi aujourd'hui les pouvoirs publics visiblement ont arrêté de mettre des PV aux cyclistes? Est-ce que c'est si absurde que ça? Je ne suis pas du tout spécialiste de la question, mais de dire finalement on se dit que, alors je sais bien que légalement c'est interdit, mais on lâche la grappe en quelque sorte aux cyclistes pour faire un peu ce qu'ils veulent tant qu'ils ne foncent pas sur les piétons, qui eux peuvent se méfier des cyclistes encore plus que des automobilistes.
Voilà, on sent bien que tout ça n'est pas figé, c'est en train de se recomposer. Il est clair qu'on vient d'une période où, en ville, c'était le tout voiture et les transports en commun. Aujourd'hui, avec les nouvelles mobilités, le vélo, les trottinettes, les solo-wheels, etc., tout ça vole en éclats. Je pense que même les responsables de l'urbanisme, de la voirie, ne savent pas très bien comment saisir ce problème. La cohabitation est difficile. Ça va sans doute se décanter dans les années à venir, mais le code de la route en ville, avec son respect intégral par les cyclistes, les deux roues, les voitures telles qu'on l'a connu, peut-être vécu. Allez, prochain panneau, on va le découvrir ensemble. Il va s'afficher à l'écran. Et celui-là, vous êtes obligé de le connaître parce qu'il est dans l'émission. Oui, et... Après, vous l'avez tourné il y a longtemps. Alors, je crois que c'est un symbole qui veut dire qu'il y a une auberge de jeunesse. Une auberge de jeunesse pas loin. Oui, c'est exactement ça. Alors, ce panneau pourrait... Il y a beaucoup de chutes sur cette question. Bah oui, c'est pas évident finalement. On ne le voit pas régulièrement. Bah non. Ce panneau, on vous le montre pour évoquer le prochain numéro de E égale M6. C'est ce dimanche 5 octobre et il est consacré au linge de lit et aux mauvaises odeurs qui peuvent envahir nos logements. C'est un numéro en gros où on va découvrir qu'on est tous cracra, c'est ça Mac? Non, on va découvrir de manière très simple comment est-ce qu'on peut se débarrasser. D'abord, nettoyer son linge de lit, on sait jamais, on y est bien le choisir, on ne sait jamais, on se pose des tas de questions. Est-ce qu'il faut des draps en satin, en coton, etc. Et vous avez, par exemple, autrefois, c'est très intéressant, on ne connaît pas du tout les différentes qualités de draps. Ouais. Le satin, c'est fait en quelle fibre ça? Aucune idée, je ne saurais pas vous dire. Franchement, là, je dirais une énorme bêtise, j'ose pas. La soie? C'est du coton. Ah, c'est du coton? Et c'est du coton qui brille. Bah bien sûr, et qui glisse d'ailleurs. Et qui glisse. Alors, pourquoi est-ce qu'un drap en satin de coton va briller plus qu'un drap en toile de coton? Bah oui. Eh bien, vous le découvrirez en regardant. Oh, l'art du teasing. Non, mais il y a toujours. Dès qu'on s'intéresse, en fait, la baseline de Hegel M6, c'est vraiment décrypter sous un angle scientifique notre environnement. Et je peux vous dire que là, c'est ce sujet sur les draps, c'est un peu le coton dans tous ses états. C'est une histoire de tissage, en fait. Et qui dit, et selon le tissage, vous allez avoir un niveau de confort qui va être différent, alors que vous partez de la même matière première qu'est le coton. C'est hyper intéressant. Voilà, c'est ce qu'on verra dimanche. Et puis, un sujet assez classique, mais toujours d'actualité, c'est qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise odeur et comment on s'en débarrasse. Alors, on va passer non pas au prochain panneau qu'on avait prévu, mais le panneau qu'on ne va pas vous faire forcément deviner, c'est le panneau stop. Voilà, celui-là, il est assez facile, hein, c'est écrit dessus en toutes lettres, donc on ne va pas vous le faire deviner, on ne va pas vous faire cette offense-là. Sans révéler votre âge, cher Mac Lesguy, vous avez dépassé le seuil qui vous permet d'être à la retraite, hein, si je ne m'abuse. Oui, mais pas encore à taux plein. Mais pas encore à taux plein. Est-ce que vous pensez un jour raccrocher définitivement le micro ? Ah, mais bien évidemment. Je ne pense pas mourir à l'antenne. D'ailleurs, je pense que les téléspectateurs se seront lassés de ma bobine sans doute avant moi. Puis il y a plein de choses à faire après la télé. Alors, pas tout de suite. Vous savez, moi j'ai une grande chance. J'ai un métier qui est extrêmement varié. Toutes les semaines, je découvre des univers nouveaux. J'ai la chance d'aller dans des endroits où peu de gens, que ce soit dans une usine, dans une mine, dans une carrière souterraine, au sommet des arbres, d'aller dans des endroits où peu de gens vont. Donc j'ai un métier qui est tout à fait varié et intéressant. Donc j'en suis pas du tout lassé. Après, un jour, il faudra bien qu'il y ait une relève, effectivement. Bon, j'y pense pas tous les jours en me rasant, mais pas loin. Et avant de passer au prochain panneau, vous pensez que la marque E égale M6 pourra vous survivre? Je l'espère. Hegel M6, c'est la vulgarisation scientifique. Les téléspectateurs, les chiffres d'audience le montrent. En sont friands. J'espère bien qu'une émission de reportage consacrée vraiment à la science pourra perdurer sur M6 au-delà de ma modeste personne. Bon, on va découvrir un nouveau panneau, peut-être l'avant-dernier. J'avais envie de vous questionner là-dessus. La régie va... voilà, regardez. Aire de jeu pour enfants. Bravo. Oh là là, trop fort. Oui. C'était pour vous demander. Donc, vous avez 3 enfants, Mac. J'ai 3 enfants et j'ai 3 beaux enfants. Ah oui, ça fait une grande famille, ça fait des grands repas à Noël. Ça fait des grands repas à Noël, voilà. Sans compter la génération du dessous, voilà. J'ai déjà un petit-fils. Et oui, vous êtes grand-père aussi. Je suis grand-père, voilà. Et la famille est en train de s'agrandir, donc je suis très content. Vous allez devenir une nouvelle fois grand-père. Oui. Félicitations. D'ailleurs, quel papa, quel grand-père vous êtes? Vous n'êtes peut-être pas le même dans les 2 rôles, d'ailleurs.
Ah, je sais pas, mais j'ai constaté un truc qui est quand même assez étonnant. On se dit, bon, ben, c'est un petit-fils, c'est la génération. On est un peu éloigné, mais vous retombez en enfance, quoi. Il y a un petit-fils. Hein. Vous êtes gaga, complètement. Moi, je m'allonge par terre, etc. Je fais des guillis sur le ventre toute la journée. S'il vous plaît, filmez ça, quand même, qu'on puisse se diffuser ce genre de séquence. Non, mais c'est vraiment drôle. Alors, est-ce que c'est. Et quand mes copains me disent, ah, mais tu vas voir, quand tu vas devenir grand-père, tu seras gaga, je dis, oh oui, on verra, etc. Je vois mon petit-fils, mais je deviens chamallow, quoi. C'est vrai, vous êtes un grand-père complètement gaga. C'est très présent aussi. Alors, je voudrais que maintenant on montre ce panneau qui est peut-être le plus compliqué de la sélection que nous avons choisi. Et je pense que notre chef d'édition Agnès va le voir. Voilà, c'est celui-ci. Alors là, très honnêtement, hein, je ne veux pas m'engager, Mac Lesguy, mais si vous le trouvez, je suis prêt à vous donner un ticket restaurant parce qu'il est très compliqué celui-ci. Alors, et c'est un transport de matières dangereuses interdit parce qu'il y a un risque d'inondation. C'est pas ça? Ah, alors vous n'êtes pas très loin. C'est en effet un panneau de signalisation avancée d'une direction interdite aux véhicules transportant des marchandises de nature à polluer les eaux. Vous n'êtes pas très loin. Ah oui, polluer les eaux, oui. Effectivement. Voilà. Bon, alors la question qu'on voulait vous poser en lien avec ce panneau, c'est que c'est vrai que récemment vous avez pris position, vous savez, pour l'acétamipride, hein, vous savez, c'est ce néonicotinoïde. Ce néonicotinoïde. Voilà, je savais que vous alliez réussir à le dire mieux que moi, qui a effectivement été au centre de l'actualité. C'est vrai que vous avez pris effectivement position sur certains sujets d'actualité. C'est quelque chose qui vous tient à cœur de vous engager aussi et de utiliser quelque part votre voix que vous avez médiatique pour faire passer des idées? Alors, c'est pas prendre position. Moi, je prends position en faveur du consensus scientifique quand il existe sur une question. Oui. Il se trouve que le consensus scientifique défendu par les agences françaises et les agences européennes sur l'acétamipride est clair. Oui. Aux usages sur lesquels ils sont autorisés, sur la betterave, sur la noisette. Je connais un peu l'histoire, je suis ingénieur agronome. Oui, l'acétamipride est jugé de manière unanime par toutes les agences de toxicologie mondiales, européennes et françaises, comme sans risque. Oui. Voilà. Je tiens juste à rappeler cette position. Après, on peut toujours décider de se passer d'acétamipride. On sait par exemple que ça va tuer 90% de la filière noisette en France et que donc on mangera des noisettes importées de Turquie, d'Italie ou d'ailleurs. Les gens décident. En fait, mais de dire l'acétamipride, on va l'interdire parce qu'il est dangereux, parce qu'il présente des risques, ce n'est pas le consensus scientifique. Et tant dans mon émission que parfois quand j'interviens sur les réseaux sociaux, je tiens à rappeler ces faits qui sont simples. Vous prenez une approche plus scientifique que dogmatique de l'écologie en l'occurrence. Alors, je ne sais pas très bien ce que c'est que l'écologie, mais je sais ce que c'est que la science. Je dis toujours, la science n'a pas réponse à tout. Il y a des tas de questions qui lui échappent, notamment des questions sociales, politiques, etc. Mais dans des domaines qui sont techniques, et quand il y a un consensus scientifique, ça vaut quand même le coup de le rappeler. Et éventuellement, ça vaut quand même le coup de baser une politique sur ce que dit la science dans ce domaine où elle a autorité, ce qui n'est pas le cas de tous les domaines. Voilà, quand on a, par exemple, dit on va vacciner les Français parce qu'on a des vaccins qui marchent contre le Covid, évidemment, j'ai soutenu la vaccination. Pour l'acétamipride, ma position est la même, c'est de dire, voilà, quand il y a un consensus scientifique, autant se baser dessus pour éclairer la décision publique. Merci beaucoup, Mac Lesguy. Je rappelle que vous animez avec Stéphane Rothenberg un nouveau numéro du Grand Est. C'est ce mardi 30 septembre en première partie de soirée sur M6 et on vous retrouve chaque dimanche, bien évidemment, dans E = M6 à 20h25. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci, Damien. On revient demain avec Dominique Farrugia.